Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. Que vous nous écoutiez sur les ondes de BPM Sport ou encore sur le web, bienvenue. Mon nom est Cindy Martin et je suis choyée d'être à ce micro, accompagnée bien sûr de ma fidèle Annie. Bonsoir. Bonsoir Cindy ou bon après-midi. Ça me tentait de dire bonsoir. On est comme dans un talk show. Ah oui, c'est ça, bonsoir. Gaboul qui est une collaboratrice. Salut! Et on a, écoute, moi il faut que je regarde ton nom, Renan Tennis, président de Montréal Moto Pro, et on a Anthony Leclerc, qui est le directeur des opérations, qui vont être avec nous aujourd'hui pour nous jaser. Mais avant ça, on va starter ça, ce balado-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Pour ceux qui nous s'intéressent pour la première fois, bien, premièrement, bienvenue. Et Chicks and Machines, je vais vous dire c'est quoi? C'est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Et ce balado-là sert à ça, à jaser de sports motorisés. Mais messieurs, vous êtes les bienvenus. Hein? Une heure de sport motorisé avec des filles, tu sais, comme pas demander le mieux, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gars? Oui. Et Annie, justement, en parlant de femmes, toi, tu nous éduques sur quelques femmes importantes dans l'histoire. Oui, effectivement, ça aurait pu être des bonnes Chicks and Machines, mais malheureusement, sont nées beaucoup trop tôt. Ah, bon, voilà. Gab? Moi, je vous parle d'un sport qui est trop peu connu au Québec, à mon avis. Là. Je vous parle de ça tantôt. Ah, j'aime ça. Et on a, comme je vous l'ai dit, Renan et Anthony d'École Moto Pro. Juste avant de commencer, là, j'aimerais ça que vous nous mettiez dans le bain en nous disant un peu c'est quoi l'École Moto Pro, depuis combien de temps vous existez. Salut Cindy, je me présente, je suis Renan, je suis propriétaire Yes. de Montréal Moto Pro. Oh yeah, l'attitude, tout, j'aime ça. Et c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de transmettre envers mes élèves, la passion de la moto. Homme, femme, si t'es jeune, si t'es vieux, si tu fais juste, tu sais, t'as fermé chez vous à la maison, t'as rien à faire parce que t'es pogné à la COVID, viens faire de la moto. Tu sais, c'est un sport quand même très addictif, si on veut. Oui. Dès que tu commences, tu peux plus arrêter. t'arrêter. Exactement, c'est comme une drogue. Mais je présente aussi mon chef d'opération, Tony Leclerc. Bonjour. Anthony, au surnom Tony, c'est ça? C'est dans le fond tous les surnoms. Tous les surnoms sont bons. Appelle-moi comme tu veux. J'aime ça. Ça dépend des journées. Donc, Motopro, ça fait 9 ans que ça existe, c'est ça? C'est ça. Vous faites moto, mais vous faites pas juste moto. On fait scooter, moto, trike, spider. OK. Tout ce qui donne la liberté en réalité. Ah, j'aime ça. Tout ce qui est fun. Tout ce qui est le fun, On c'est ça. touche pas de la moto, on touche pas l'auto, le camion, les autobus, c'est bien trop plat. Juste la moto. Puis là, c'est ça. Bon, là, mettons, la saison est assez terminée, là, au moment où l'émission va passer. Puis là, je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui ont fait « J'ai encore pas fait mon permis de moto cette année. Hein. Moi, j'ai retardé longtemps avant de le faire. Quand je l'ai fait, je me suis dit pourquoi j'ai attendu si longtemps. Et pour ces personnes-là là, qui veulent s'inscrire au printemps, comment ça fonctionne? À partir de quand ils peuvent s'inscrire? Premièrement, ils peuvent s'inscrire tout au long de l'année, même l'hiver. Donc, ils pourraient s'inscrire maintenant. Exactement. Notre prochain cours de théorie, c'est le mois prochain. Si je ne me trompe pas, le 7 et le 10 novembre, on fait un en anglais, un en français. Et on commence les cours de théorie, tout simplement. Donc, la personne pourrait suivre les cours de théorie cet hiver, s'en débarrasser et être prêt pour la pratique au printemps. Exactement. Cours pratique commence au dégel, évidemment. On ne peut pas faire la moto. On n'est pas à Beauharnois pour... exact. Par contre, c'est ça. Au moment du dégel, normalement, première semaine, deuxième semaine d'avril, on goal jusqu'à mi-octobre. Qu'est-ce qui je sentais qu'Annie avait une question. Qu'est-ce qui démarque votre école Montréal Moto Pro des autres écoles qu'on est habitué de voir à l'écran en publicité sans les nommer? Qu'est-ce qui fait que les gens devraient vous contacter? Vous avez de l'air jeune, vous avez de l'air à des tripeux de moto. C'est quoi la différence? Bien, dans le fond, je vais prendre cette question-là. Moi, j'ai ouvert ma compagnie il y a 9 ans, en 2013, en fait. Puis, dans le fond, j'ai travaillé à toutes les écoles de conduite à Montréal, puis même Laval, et même le South Shore ici, là. Et j'ai remarqué qu'il y avait des nuances, des lacunes, ouais. où est-ce que, disons que l'attention n'était vraiment pas portée sur l'individu. Ceux qui apprennent vite, bien, le cours, ils suivaient, mais tous ceux qui avaient de la misère, ils laissaient à part, puis ils les aidaient pas.
Moi, je suis On n'apprend pas tout au même rythme. Bien, c'est sûr. Surtout, tu sais, quelqu'un qui est plus vieux, quelque chose comme ça prend plus de temps. Puis il faut vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu fais et aussi de mettre en pratique des bonnes habitudes pour que ça devienne une partie de ton mémoire du muscle. En pratiquant quelque chose tout le temps, ça devient de plus en plus, si on veut, fluide. Puis bien sûr, comme dans tout sport, tu prends une raquette, tu swings 1 million de fois, rendu au millième fois. T'es meilleur. So, la moto, c'est un sport motorisé, mais on le traite comme un sport où est-ce que c'est important de toujours mettre en place des bonnes habitudes et de regarder, de checker pour que ça continue de devenir Ça devient des réflexes, finalement, une partie de toi-même, c'est ça. C'est une bonne coordination aussi. Je veux dire, c'est un sport qui prend une bonne coordination, de l'équilibre sur 2 roues. Alors, si tu n'as jamais été sur une bicyclette, ça va mal aller au départ. Ça va être plus difficile. On en reçoit. Ah, c'est sûr. Ben, tu sais, vous donnez des cours de scooter, fait qu'à la base, c'est des jeunes qui ont fait du vélo, mais bien encore aujourd'hui, de nos jours, il y en a plus qui vont bien dehors, fait qu'il y en a qui ont bien de vélo. Je peux vous confirmer que ça commence vraiment à la maison. Moi, je suis père j'ai 3 filles. Oh. Puis oui, effectivement, c'est... Mes condoléances. Futur motocycliste. Je commence l'adolescence, préadolescence. L'adolescence. C'est ça. Sauf que c'est vraiment la base. Ça aussi, ça devient vraiment une problématique. C'est les parents, entre autres, qui poussent pas leurs enfants d'aller dehors et jouer et apprendre les sports. Moi, j'en ai une qui fait la gymnastique. J'ai un autre qui danse compétitivement. Elle a dansé aux États-Unis puis au Canada, puis elle gagne des compétitions. Ça dépend. Fait que, oui, à la base, pour revenir à nos moutons, c'est, tu sais, si tu n'as jamais fait du vélo, tu n'as pas d'équilibre, on peut vous montrer. C'est sûr et certain que ça prend un petit peu plus de temps qu'un étudiant qui a déjà touché à ça. Sportif. Comme Renan a dit, tu sais, sportif, qui a fait des sports, du vélo, même faire du cheval. Ça prend un bon équilibre. Sinon, on est là pour vous aider vraiment pour partager cette passion-là qu'on a. Et là, revenons justement au parcours, là, parce que moi, je veux vraiment que les gens qui veulent s'inscrire sachent un peu par où passer. Donc, on vous appelle, on fait le cours théorique. Ensuite? En réalité, pour s'inscrire, c'est vraiment aller sur mtlmotopro.com, ou vraiment appeler 514-505 moto. 6686. Ouais, 6686. Puis faire une inscription, venir au bureau. On est situé à Pointe-Claire pour nos bureaux sur Donegal. Vraiment faire un Google search. Vous allez nous trouver, on est là. Puis même lire toutes nos Google reviews que nous avons. Je pense que les recommandations de nos élèves en parlent beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis un élève de l'école qui a commencé à devenir des très bons amis avec Renan. Fait que... Tu sais, c'est un petit processus. Tu peux avoir ton permis de moto en 4 et 5 semaines. Oui, moi, ça a été très rapide parce que j'avais un horaire que je pouvais justement plugger tous les cours. Là, parce que juste là, la théorie est faite, on s'en va faire la pratique. Et puis là, vous partez, je pense, vraiment de la base. Là. Donc, ça s'adresse aux gens, justement, qui ont peut-être même pas touché un vélo, comme on disait. Donc, ça se passe comment dans les cours théoriques, là, vraiment en circuit fermé? Ça, c'est les cours pratiques. Cours théoriques. Théorique et pratique, excusez-moi. Les cours pratiques, c'est. Pratique. Moi, il faut mettre en place au départ. C'est des étapes à suivre. So, quand on commence au cours 1, on ne commence pas à rouler tout de suite. On monte la moto, on commence à marcher avec la moto. Montrer c'est quoi une moto, s'habituer au poids de la moto. Et là, déjà, on commence à mettre en place une bonne vision. On parle beaucoup de ça en théorie. Regarde où est-ce que tu veux aller et non pas où est-ce que tu vas. Tu regardes le char parké, le trottoir, tu vas rentrer dedans. Regarde pas tes obstacles. Puis déjà, juste en marchant avec la moto, on pratique déjà à mettre en place le mémoire du muscle de tourner la tête avant de tourner le guidon. Comme ça, les élèves, quand ils commencent à rouler, ils savent déjà, il faut tourner ma tête, je regarde où est-ce que je veux aller, je vais suivre mon trajet. À la base, c'est très lent au départ. La première heure, comme j'ai dit, on ne roule pas dessus encore. On essaie de mettre en place une bonne mémoire du muscle, des bonnes habitudes. Le premier 1 heure, on ne roule pas. Là, on commence à apprendre c'est quoi la clutch, comment commencer à la relâcher. Ça prend un minimum de distance d'une moto. On parle de ça. On parle de comment lever les pieds, arrêter avec la jambe gauche et non pas les 2 pieds par terre, qu'on voit souvent avec une plus vieille génération. Dans le fond, on est plus jeune puis on connaît plus des techniques qui aide le monde à comprendre, mais logiquement. On explique pourquoi on a besoin de faire ci puis ça. On a aussi le fameux Mario Duhamel qui travaille avec nous autres. C'est quelqu'un que j'ai travaillé dans le passé. Peter Cohen.
Peter Cohen, on a Karim Bonneau, qui est un excellent prof aussi. Magassi. Devin Cantley. C'est en fait tous mes élèves qui sont revenus pour c'est bien, ça veut dire beaucoup, ça. Mario, là, Mario, il a commencé bien avant nous. Là. C'est ça. Lui, il est sorti de sa mère en wheelie. On le surnomme le Flying Frenchman. Puis justement, à ce stade-là, c'est quoi la peur la plus commune qui revient chez les élèves? Dans quel sens? Mais c'est quoi, mettons, que vous entendez le plus souvent? Qu'est-ce qui fait le plus peur aux élèves? Qu'est-ce qui revient? Il faut que tu leur indiques, tu sais, avec l'effet gyroscopique, la moto, elle ne va jamais tomber. Quand elle roule, elle ne tombe pas. C'est vraiment à l'arrêt. Puis c'est arrêter. Comment arrêter, on démontre dans les premiers cours. Tu sais, partir, puis arrêter, être capable aussi d'utiliser les freins d'une bonne façon. Je veux dire tout de suite, là, moi, j'ai travaillé à plusieurs écoles, puis souvent, ça enseigne mal comment bien freiner. Bien, moi, on s'était fait dire c'est 70-30. Puis après ça, on s'est fait dire autre chose. Puis le autre chose est plus logique, selon moi, là, aux questions d'équilibre. Pour exemple, le frein arrière, c'est quelque chose qui devrait être plus utilisé, surtout à des basses vitesses. Il y a plusieurs écoles, par exemple, qui ne utilisent pas le frein avant comme qui est supposé. C'est non seulement pour arrêter, mais aussi pour garder une vitesse constante. De temps en temps, quand tu décolles, tu ne veux pas accélérer tellement, ton frein arrière contrôle cette vitesse-là. Puis c'est un des seuls véhicules en moto que tu es en train de partir, accélérer, mais aussi utiliser le frein arrière pour rédiger, avoir une bonne vitesse plus stable et non pas juste accélérer comme un fou. Surtout quand tu tournes à droite ou à gauche. Ça, c'est les exercices qui sont les plus difficiles à faire en moto, tourner à droite ou à gauche, surtout faire des U-turns. So, il faut apprendre à mettre certaines choses en place. C'est pas une chose qu'on apprend, c'est plusieurs choses qu'on met ensemble. Puis on appelle ça le gelling process. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Puis de la patience. Il faut être doux avec soi-même, je pense. C'est d'aller à son rythme d'apprentissage. Mais c'est ça. On est aussi une des seules écoles qui, comme beaucoup d'écoles, ils ont juste 2 différents types de motos. Un Rebel 500 ou sinon le CB 500. Nous, on commence avec des plus petits motos pour que ça l'aide. Ah, c'est vrai? Ça l'aide énormément pour la confiance en soi. Ah, ça, j'aime ça, entendre ça. Quand une petite moto devient de plus en plus facile à conduire, la confiance monte beaucoup plus. Sur les 2 premiers cours, on reste sur les petites motos. Puis là, ensuite, au 3e, 4e cours, on sort les plus grosses motos, qu'on essaie juste de transmettre les bonnes habitudes qu'on a apprises sur les petites motos, puis la confiance qu'on a eue aussi. Ben oui. Puis ensuite, être capable de le transmettre pour conduire la plus grosse moto de la même façon, mais avoir la confiance de le faire. Gab, toi, ça a été quoi ton plus gros défi quand tu as suivi ton cours de moto? Ben moi, dans le fond, c'est ça, l'expérience humaine là, que vous parliez. Là. Moi, j'avais vraiment peur. J'étais juste avec des gars qui avaient déjà fait du motocross, qui avaient fait du scooter, puis tout. J'étais la seule qui avait jamais fait de moto, là, OK. Fait que là, eux autres sont tous partis quasiment sur le wheelie, dans le stationnement. Puis moi, j'étais comme, bon, ben là, tu sais, j'ai une cloche, je connaissais pas ça, tout ça, tu sais. Fait que là, ça m'avait vraiment stressée, ça. Puis le fait que c'est ça, les instructeurs font comme, bon, ben eux autres, ils l'ont, fait que, tu sais, là, vas-y, tu sais, puis là, ça te met de la pression. Puis 2e cours, moi, à un moment donné, j'ai juste comme, je suis tombée. Puis j'ai fait, OK, là, j'ai eu un breakdown, là. Puis mon prof m'a dit, ben, tu sais, peut-être que t'es juste pas faite pour ça. Impossible. Ça, c'est l'excuse. Impossible. Ça, c'est l'excuse qu'ils utilisent tout le temps. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Moi, il y a 2 élèves qui me viennent à la tête, selon ton expérience, qui ont fréquenté. Oui, tu devrais. Oui, pour vrai, je suis qui sont venus d'une autre école. OK? J'en ai un homme, OK? L'autre, une femme, sans dire de nom. L'homme s'est fait dire, tu vas jamais apprendre. Tu vas jamais apprendre. Nous autres, on l'a pris. La première saison l'an passé, ça allait bien, mais il ne voulait pas passer son examen, il voulait continuer. Il n'était pas en sécurité avec lui-même ou confiant de continuer. Cette année, il est revenu. Il a eu son permis cette année, puis il faisait partie. Nous autres, on a commencé cette année de faire une ride avec tous nos gradués, que ce soit passé ou cette année. On les a apportés cette année à Venise, en Québec. On remet beaucoup à nos élèves. Pourquoi? C'est chez MTL Motopro, oui, on est une école, mais on est une famille. On est une famille de staff, mais une famille avec notre clientèle. Comme la communauté moto, en fait. Exactement. Vous représentez c'est ça, c'est la communauté c'est ça. moto dans votre entreprise. Exactement. Parfait. Mais tu vois, cet élève-là, il me l'a dit. Ils m'ont dit que j'allais jamais apprendre à chauffer un bike ou rider un bike. Moi, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis je lui ai dit, écoute, mon chum, je dis, moi, je te garantis, moi, je vais te rendre, tu vas devenir un biker. Mon but, c'est que tu deviennes un biker. Quand il a eu ses licences,
Hein? C'est le plus beau jour de cette vie. Je suis ému avec ce qu'il nous a dit. Okay? Ouais, c'est une des raisons pour qu'on adore notre job, de voir un challenge de même quelqu'un qui avait de la misère, puis qui passe à travers des étapes, puis il passe à travers une persévérance pour ensuite graduer. Exact. Puis je leur dis tout le temps, va sur ton bike, fais une ride à l'autre école. Dis allô ton instructeur. Dis allô de la part de Montréal Moto. Mais moi, j'ai été chanceuse. Mon parcours moto a assez bien été, mais je me souviens quand même qu'à mon examen final, j'étais tellement stressée, puis je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça? Genre, ce stress-là. Mais j'imagine pas pour... Tu sais, parce que moi, je suis chanceuse, j'avais déjà fait des sports motorisés avant ça, fait que... Mais j'imagine pas pour ceux qui ont jamais touché une moto, à quel point ça doit être stressant, puis que le défi doit être... De taille, là. De taille, là, tu sais. Tu vois, moi, quand il m'a dit ça, ça m'a comme craqué, là. Je vais, wow, attends une minute, là. Tout est qui pour me dire si je suis capable ou je suis pas capable. Fait que j'ai repris mes rendez-vous, je suis allée. Puis je me souviens, l'année passée, au mois d'avril, quand ils ont commencé les cours, je me suis pointée là avec Maïs Miller. Puis j'étais comme « Allô! » Il y a une affaire aussi que vous offrez, c'est des cours de perfectionnement pour les gens qui ont déjà leur cours de moto. Oui. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis parce que je prends l'exemple là, de notre club Hog qu'on a ici chez les Warley. Je pense que vous avez déjà donné des cours à des clubs de moto aussi qui veulent se perfectionner. Des gens qui roulent, là, que ça fait comme 20 ans, 30 ans qu'ils font de la moto. Mais des fois, c'est bon de se rafraîchir un petit peu. Puis de faire ces cours-là. Puis les gens peuvent les faire à deux aussi avec le passager ou la passagère sur la moto. Oui, absolument. Ouais. On a même la clientèle qui nous appelle avant, comme je prends cette année, j'ai une étudiante de 2 ans. C'était notre étudiante. Elle nous a appelé, elle dit, écoute, je descends à Gatineau, ça fait, tout l'hiver, j'ai pas touché un bike, puis le début printemps. Je viens juste de m'acheter un nouveau bike. J'étais un petit peu nerveuse. Fait qu'on l'a pris, on l'a donné un cours privé. On a checké sur le track, sur la piste, qui est rendu où avec ses techniques. Puis on l'a sorti sa route. On a fait un side-by-side sa route. Puis là, à la fin, quand elle s'est rendue toute seule pour aller à Gatineau, moi, j'ai reçu des messages. Hey, tout ce que j'entends dans ma tête tout le long jusqu'à Gatineau, c'est hey, les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Mais on fait des cours de perfectionnement, que ça soit 1 an que tu es rider ou que ça fait 50 ans que tu rides. Ou même si tu es en train de suivre ton cours, puis tu veux un petit cours avant d'aller suivre ton examen. Souvent, après des années quand tu roules tout seul, on prend des mauvaises habitudes aussi. Souvent, nous, on les voit tout de suite, puis on vous aide à corriger ça pour que ça soit plus facile. On est une école comme très technique. La position de conduite, pour nous, c'est super important. Puis des petits, si on veut, update, c'est bon. On a aussi une communauté sur notre Facebook, le Grads page. C'est MTL Moto Pro Grads. Exactement. MTL Moto Pro GRADS Grads pour tous nos gradués. On réserve. De suivre notre schedule, notre horaire, si on a des cours de perfectionnement, tout ça. Ou même juste, si on a des questions. Tu sais, souvent, on est nouveau, on ne connaît ça pas trop. On est là pour vous donner des conseils aussi, des astuces et aussi des vraies faussetés ou de faussetés vraies, tu sais, pour qu'ils soient plus à l'aise avec leur moto puis en conduisant. Des fois, c'est juste pour savoir comment réparer de quoi sur leur moto. On a un collègue, un très bon mécanicien, c'est un magicien pour les motos. Un magicien de la moto. Ricky. Puis, tu sais, des fois, les étudiants nous posent des questions là-dessus. Fait que nous autres, c'est plus que juste une école de moto. Comme on l'a dit, c'est vraiment une communauté, une familiale. C'est ça, une communauté. Hey, merci beaucoup, les gars. Ça donne envie de refaire son cours de moto. En tout cas, j'irais bien sûr un peu... Tu t'infliger ça. Ah non, je t'ai dit, j'étais tellement stressée. Mais j'aimerais ça aller faire un cours de perfectionnement. On s'en jase pour cet été. Excellent. Puis je suis sûre que vous avez donné le goût à beaucoup de gens et rassuré beaucoup de gens pour aller suivre leur cours de moto. Je vous remercie beaucoup. Et au retour, on jase avec Annie de femmes qui ont marqué l'histoire dans le monde de la moto. Yeah! Donc là, Annie, tu veux me donner des futurs collabos Chicken Machine, c'est ça? C'est en plein ça. J'ai trouvé une liste de candidatures. Candidatures sont mortes, malheureusement. Ben là! Oui, ils doivent rider en haut avec Léo. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai décidé de faire un top 10 des femmes qui ont marqué le monde de la moto chez la marque Harley-Davidson, surprenamment. Hein? Ça aurait été bizarre que je fasse un top 10 Kawasaki. Non, mais tu aurais pu faire un top 10 général. Oui, mais peut-être pour un prochain podcast.
Donc, la première, donc, c'est des icônes qui se sont démarquées et qui auraient très bien pu faire de bonnes Chicks and Machines, qui ont fait avancer le monde de la moto à leur façon, puis qui ont certainement inspiré beaucoup d'autres femmes à emboîter le pas, un peu comme on le fait, nous, à chaque jour avec Chicks and Machines. Donc, la première dont je vais vous parler, c'est Viviane Bales, qui a acheté sa première moto en 1909. Wow. Imaginez, là, ça fait longtemps. Là. Elle devait être pas mal d'un sol. Harley-Davidson ont créé leur compagnie en 1903 et elle, en 1909, elle achetait sa première moto Harley-Davidson. Et ce qu'elle a réalisé d'extraordinaire, cette femme-là, c'est que toute seule, elle a décidé de partir en road trip moto. Puis là, imaginez-vous, là, on est dans les années 1920. Là, elle a acheté sa première en 1909. Puis après ça, vers les années 1920, elle a décidé de faire 8000 km toute seule en 78 jours. Wow! T'sais, à cette époque-là, les motos n'allaient pas à 200 km/h. Non, hein? ça devait pas. C'était pas la même chose. Donc, 78 jours, 8000 km, moi, j'aurais peut-être fait ça en 4 jours. Ouais, c'est ça. Chacun ses décisions. Puis elle avait certainement pas un Milwaukee 8 dans sa moto non plus. Absolument. Mais quand même, ça l'a vraiment inspiré beaucoup de femmes à faire la même chose. Puis, imaginez, elle a fait ça en 1929. C'est quand même assez impressionnant. La deuxième femme dont je veux vous parler, c'est Suzanne Lang, qui, elle, était mère de 3 enfants, qui, elle aussi, dans les années 1915, elle n'avait pas de mari, elle était rendue veuve. Puis, elle s'est dit, moi, je veux vivre ma passion pour la moto. Là. Moi, ça m'impressionne. C'est 1915, t'es une femme, t'es une affranchie, puis, tu sais, on s'entend qu'à cette époque-là, veuve les en femmes... plus, avec 3 enfants. Ouais, les femmes, tu sais, ils suivaient leur mari, puis ils écoutaient leur mari, tu sais. Ah, c'est un peu comme ça chez nous. Non! Donc, c'est pas vrai. Martin, c'est moi qui le gère. Pauvre Martin. On parle tellement souvent de lui. On va l'inviter un jour au podcast. C'est comme le personnage qui est comme pas là. Donc, lui, en 1915, elle a décidé de partir à l'aventure et de voyager avec ses 3 enfants en moto Harley-Davidson. Avec ses 3 enfants? Dans le sidecar. Ça prend un méchant sidecar. Oui, donc les 3 enfants étaient là. Ou des petits-enfants. Oui, c'est ça. donc, elle est partie comme en road trip, tout ça, faire une aventure. Puis elle a battu le record du plus long voyage à moto sans être accompagnée par un homme. Oh là là! Époque-là. Puis quelques années plus tard, elle est devenue propriétaire d'un concessionnaire Harley-Davidson dans les années 1900. Oui. Eh bien, c'est hot. Suzanne! Suzanne, bravo! Suzanne, on l'aime. Position numéro 3 et 4, c'est Effie. C'est drôle, ça. Hotchkiss, ça a un beau nom. Hot Chicken? Non, Hotchkiss, j'ai failli le dire, OK? Dans les mêmes années, en 1915, donc elle voulait partir à l'aventure, puis sa mère, elle voulait pas. Elle était comme, non, tu partiras pas seule en moto. Hein? On est quand même dans les années 1915 et on sait pas ce qui peut arriver. C'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, sa mère a dit, ben, tu partiras pas tout seul, je vais y aller avec toi. Donc, ils ont décidé de faire un voyage mère-fille. Je vous rappelle encore, en arrière, 1915. Et moi, je les trouve bonnes. En plus d'avoir tout ça, ils devaient s'asseoir sur des bikes incroyablement inconfortables. Bien là, on a la petite photo. Donc, c'est la madame qui conduisait, puis la maman était dans le sidecar. Je trouve ça vraiment cool, partir à l'aventure comme ça. Puis je trouve ça inspirant. Je sais pas si ma mère serait game de partir avec moi en road trip moto ou en sidecar. Je suis pas sûre. Je pense qu'elle aurait peur. C'est ça de même. Tu sais, partiriez-vous comme ça avec votre mère? Let's go. Oui, ça sort vraiment du traditionnel, je veux dire. Vraiment? Dans ce temps-là, en plus, tu sais, dans les années 1800, ils pensaient encore que les femmes indépendantes étaient plus comme des sorcières. Oui, c'est ça. Une sorcière sur son bike. Mais même la sorcière même encore aujourd'hui, une femme indépendante, ça sème le trouble encore un petit peu. Hein? Et ça ne devrait pas. Non, mais au contraire. on se bat pour
abattre ces barrières-là, quand même. Voilà. En position numéro 5, c'est Bessie Stringfield, qui, elle, on la surnommait la reine de la moto à Miami, OK? C'est dans les années 1920, elle a acheté sa première moto Harley-Davidson. Puis quelques années plus tard, elle en avait 27. Wow. C'était une fan finie de moto. Avec beaucoup de budget. Elle travaillait dans les forces armées. Donc, elle était militaire, puis elle voulait vraiment faire sa passion à moto. Elle a effectué 8 voyages d'un bout à l'autre du pays, genre comme toute seule, pour l'armée américaine. Puis elle a été intronisée au Motorcycle Hall of Fame en 2022. Donc, elle était malheureusement décédée, mais elle a tellement fait bouger l'univers de la moto puis inspiré des femmes à prendre le guidon. Ben tu sais, en 1920, tu as 27 motos. Puis là, toi, tu fais des petits allers-retours dans ton pays de même pour le fun. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je l'aurais pris comme Chicks and Machine. De même. Mais comment ça coûtait une moto dans ces années-là? Bonne question. C'était on avait 27. Si on se fie à Harley and Davidson, je pense à cette série-là, c'était dans quelques $1000. Ouais, c'était pas parce qu'à la base, c'était comme des vélos avec des moteurs. Fait que c'était quand même un peu abordable. Cher aujourd'hui. Oui, c'est ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très cher. Aujourd'hui, tu as une moto CVO pour 60 000 $, c'est quand même pas donné. T'achètes une moto à 1000 $, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, visiblement, elle a fait beaucoup de voyages, puis elle avait fière allure de faire... non, mais quand même, là, je sais qu'il y a des gens qui sont à l'audio, mais c'est une belle madame qui... a décidé de prendre sa vie en main. Ouais. Sinon, la position numéro 6, c'est Dorothy Dot Robinson. Et ça n'a rien à voir avec le dot des casques de moto là, que vous devez avoir, je précise. Puis elle faisait des courses d'endurance en moto. Elle a été propriétaire d'un concessionnaire Harley-Davidson aussi à Détroit. Elle a parti son premier club de moto, le Motor Maids. Je trouve ça fun, ça, comme nom. Puis, elle a vraiment été là, une populaire dans les années 1940. Elle a toujours roulé. Elle, ce qui la caractérisait, c'est qu'elle roulait toujours avec son rouge à lèvres rouge. Comme Nadine, on a une collabo qui fait ça. Tu la verras jamais sans son rouge à lèvres rouge. Elle roule toujours avec ça. Puis, c'est la première dame du motocyclisme qui a réussi à parcourir 1,5 million de milles, c'est-à-dire 2 414 000 kilomètres au guidon d'une moto Harley-Davidson et qui a participé à des courses d'endurance. C'est pas rien, là. 2 millions de kilomètres. Quelques kilos, Iron Pot au pot. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est intense, là. Sinon, en position numéro 7, c'est une amie de notre ancienne nommée que je vous ai parlé, de Dorothy, qui est Linda Dujo, qui, elle... a aussi marqué le monde de la moto. Dans les années 1930, elle a acheté sa première moto Harley-Davidson. Imagine, tu as 19 ans, tu achètes une moto Harley. Tu sais, on s'entend-tu que tu es assez badass, là? J'ai l'info. Oui? Dans les premières Harley-Davidson se vendaient 200 US. Oh boy! On est loin de ça. Les premières. Tu sais, on est loin. Avec ça, t'as même pas un casque Harley, je pense. T'as une paire de gants, genre. Ben non, on en a des moins chers. Mais ils sont coupés aux jointures. Ils se rendent pas jusqu'au bout des doigts, tu sais. Puis c'est la première qu'elle a lancée, elle aurait pu faire partie de Can-Am au féminin parce qu'à cette époque-là, dans les années 1930, elle a lancé la première campagne La route au féminin. Wow! Oui, de motocyclisme au féminin. Puis elle a fait partie aussi des Motor Maids dont je te parlais, qui est le premier club de moto pour les femmes. Donc, je trouve ça inspirant de voir qu'à déjà à cette époque-là, il y a des femmes qui traçaient la route pour ne pas reprendre les expressions de Can-Am. Oui, c'est ça. Mais la route au féminin, tracer la route. Ça. Puis elle organisait des excursions guidées à moto dans le sud de la Californie. Puis elle a fait de la moto jusqu'à 72 ans. Wow! C'est hot, là, quand même. Là. Impressionnante, ces femmes. Sinon, en position numéro 8, j'ai Linda
Giovanni? Non, Non? il y a Giovannoni. Giovannoni. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, elle a parti les Harley Women Ladies Day Ride du côté de... Elles sont toutes belles sur leurs photos. Oui, ils sont écœurants. Attends, je vais faire un bel article. Oui, c'est ça que j'étais pour dire. Tu vas nous faire un bel article sûr. pour que les gens les voient. Qui, elle, bon, on passe un peu dans le temps, on sort des années 1940, on s'en va vers les années 1985, qui est l'éditrice donc du magazine Harley Women's. Puis elle aussi, elle a été intronisée au temple de la moto du Hall of Fame aux États-Unis parce qu'elle a vraiment fait bouger les choses. Ça a été vraiment une femme qui a été inspirante. Puis elle était un peu badass. Ça tenait avec des petits bad boys aussi. Avec des bums. Donc, des bums au cœur tendre, voyons donc, disons-le ainsi. Donc, ça a été une femme vraiment qui a marqué. Puis, elle s'est fait connaître beaucoup du côté de Sturgis. Dans un précédent podcast, je vous parlais de cet événement-là, le show de moto là-bas à Sturgis, mais elle a fait ses marques de ce côté-là. Je ne sais pas pour vous, là, avant de terminer avec mon top 10, y a-t-il des femmes qui vous ont marqué dans le monde de la moto? Moi, j'en ai une histoire à vous raconter sur ça. Une de mes élèves, qui est une docteure, elle travaille pour Doctors Without Borders, est partie en Irak, Afghanistan sur une moto. Sur une moto avec un autre docteur en moto, en allant du village à village pour aider le monde humanitaire. C'était incroyable d'entendre ces histoires. J'étais comme, tu veux faire ça? Elle dit, absolument. J'étais surpris. On veut juste savoir c'est qui cette fille-là. Oui, c'est ça. On s'en parle durant la période où est-ce qu'il y avait une guerre. Que ça brassait. Ça brassait. Il y a le Taliban en plus. Une femme en moto. Aïe, aïe. Oui, c'est comme pas les pays pour le faire. Elle devait cacher ses cheveux, elle devait genre... Mais non, elle est revenue, elle est encore en vie. Puis j'ai rencontré l'année passée encore... Elle nous envoie toujours des clients, si on veut, parce que tout le monde, quand ils adorent leur expérience, ils nous envoient toute leur famille, la famille, les enfants, les amis. Par l'oreille, souvent, ils amènent mais ça, cette femme-là, il faut s'en reparler. Là, après, je vais te donner ton nom. Oui, c'est ça. Vraiment. Sinon, toi, as-tu quelqu'un qui t'a inspiré? Écoute, moi, je vais dire toutes les femmes. Dire mon nom. Non, mais toutes les femmes qui osent, que ça soit à moto ou peu importe le sport, qui osent y aller puis qui osent le faire, puis qui se mettent pas des barrières eux-mêmes parce qu'on est souvent bonnes là-dedans, de s'auto-mettre des barrières, puis qui laissent pas les autres leur en mettre. Ça, juste ça, c'est. Je respecte beaucoup ça, c'est inspirant. Donc, position numéro 9, j'y vais avec Chris Summer Simons. Je trouve qu'elle a un nom cool à mentionner. Il y a beaucoup de S dans son nom, surtout après quelques gorgées de bière. Elle aussi, c'est une femme qui est inspirante. En 2010, elle a participé au premier Motorcycle Cannonball, une course d'endurance pour les motos anciennes au guidon de sa moto Harley-Davidson. Elle a été vraiment très, très honorée. Puis c'est elle qui est à la base aussi des clubs de moto Ladies of Harley. Je vous parle souvent des clubs de moto HOG. Au sein des clubs de moto HOG, il y a comme une division. Donc, c'est les femmes qui sont dans les clubs HOG qui on appelle les Ladies of Harley. Donc, c'est les femmes qui soit conduisent leur moto ou qui sont backseat, qui peuvent faire partie de ça. Donc, elle est instigatrice de ce projet-là qui a mis en avant-plan les femmes aussi. Donc, c'est un nom à retenir. Qui est dur à retenir. Mais... Et je termine avec Valérie Thompson, qui, elle, est une pro de course des temps modernes, 2006-2008. On est rendu dans les temps modernes, disons-le ainsi. Elle a battu de nombreux records mondiaux de vitesse terrestre. Elle a atteint des vitesses allant de 235 km/h sur des pistes de moto avec un panel, tu sais, une vieille moto Harley-Davidson avec un vieux moteur. Mais elle court ça. Donc, elle est hyper inspirante. Puis, j'irais peut-être avec une petite dernière. Moi, je dirais Karen Davidson. 20 secondes. De la famille Davidson. Elle est vraiment inspirante, cette femme-là, qui est derrière cette grosse entreprise-là, très mâle, très masculine, puis qui essaye d'amener les femmes à se démarquer au sein de cette industrie-là. Donc, je lève mon chapeau aussi à Karen Davidson, qui est mon petit coup de cœur que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises dans ma jeune carrière. Un gros merci, il y a beaucoup de plus femmes coureurs aussi, je trouve. Oui, ça se développe vraiment. On voit qu'ils adorent le sport puis ils n'ont pas peur de rentrer full pin, tu sais. Un gros merci, Annie, de les avoir présenté, ces femmes-là. C'est super inspirant. Et au retour, on parle à Gab qui nous parle d'un sport qui gagne à être connu. Hein? Oui, qui gagne à être connu. Je vous parle de Supercross. Oh yeah!
On est de retour avec Gab qui va nous jaser aujourd'hui de Supercross. Oui, en fait, je me demandais, est-ce que vous savez c'est quoi le Supercross? Moi, j'ai dans ma tête ce qui se passe au stade olympique une fois de temps en temps. C'est le Supercross de Montréal. Ouais, mais non, là c'est une compétition qui se passe aux États-Unis. Et en fait, ça a été fondé en 1974 par l'American Motorcycle Association et la AMA. Et en fait, c'est un dérivé du motocross. C'est comme un upgrade, si on veut. Parce que contrairement aux courses de motocross, ça se passe dans des stades. Donc, on pense dans des stades de football, dans des stades de baseball. Des fois, sont fermés, des fois, sont ouverts. Ça dépend de où ils sont et à quel temps de l'année. Parce que ça se passe de début janvier à début mai. Fait que des fois, tout dépendamment où ils sont, ça se peut qu'il neige ou qu'il fasse un peu froid. Donc, et aussi, c'est ce qui a rendu ça plus populaire au niveau des fans, parce que c'était plus facile d'accès à un stade qui souvent sont dans les villes directement qu'une piste de motocross qui est au fin fond de la Cambrousse. Là, faut que tu te rendes, tu passes la journée dehors au soleil. Ou au froid. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, faut que tu te déplaces tout le long de la piste pour avoir un bon... on va enjoyer tout le monde ensemble. L'horloge qui sonne. On est chez Léo Harley-Davidson et l'horloge grand-père, c'est ça. À grand-père. Elle est inarrêtable. C'est ça. Donc, à la fin des années 70, ça a pris en popularité sur les courses de motocross régulières. Donc, aussi, l'autre différence, c'est que c'est des sauts beaucoup plus à pic. Il y a aussi des obstacles, dont je pense aux whoops. Les whoops, c'est des petites bosses très rapprochées, donc c'est un peu comme une vague, là. Mais c'est ça, puis il y a des virages surélevés aussi, puis tout dépendamment, inside, outside, c'est pas la même configuration, fait que ça peut te ralentir ou donner un avantage. Il y a 3 classes, donc il y a les classes de 450cc et 250cc East Coast, puis 250cc West Coast, donc toujours le combat East Coast, West Coast. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a 2 catégories? C'est qu'il y a beaucoup plus d'inscriptions dans le 250 que dans le 450. Et c'est pour donner une chance aussi aux clubs privés, dans le fond, de pouvoir... parce que ça engendre beaucoup de coûts. Si, mettons, tu habites à Anaheim, puis il faut que tu te rendes à New York pour aller faire ta compétition de motocross, bien, ça engendre beaucoup de coûts. Puis, en ayant 2 catégories comme ça, bien, ça augmente le nombre d'inscriptions. Donc, il y a plus de courseurs, une plus belle course, si on veut. Plus intéressant pour les gens qui regardent. Donc, il y a 17 courses. Et ça a lieu tous les samedis. Il y a une pause là, de quelques semaines, là, mais sinon, là, c'est à tous les samedis. Et quand je vous dis, c'est de début janvier, début mai. Puis après ça, la saison de motocross, elle commence fin... Est-ce que c'est les mêmes courseurs, souvent? Ça dépend. C'est pas tout le temps. Il y en a qui font juste le supercross, il y en a qui font juste le motocross, il y en a qui font les deux. Mais... c'est souvent, on voit les mêmes visages. Oui, c'est ça, parce que bon, mais ça leur fait, eux autres, une saison à l'année. Je te dirais qu'il y en a qui commencent à 18 ans. Okay. Le champion de Supercross en 250, Escos, il a 18 ans. OK, fait que je suis trop vieux. mais t'en as qui raident encore jusqu'à 40, là, tu sais, mais... Je suis encore trop vieux. Tu peux le faire pour le fun, t'es pas obligé d'être en compétition. Ouais, je suis en forme, OK, non, je descends de même. J'ai mon one-pack. Mais oui, donc, comme je vous disais, ça se passe le samedi. Donc, il y a les free practice. Donc, les gens, ils vont, les courseurs, ils vont sur la piste. Ça dure 5 minutes. Ils font juste le tour, voir comment ça se passe. Oui, ils étudient la piste, j'imagine, oui, avant de se lancer pour vrai. Mais souvent, ils la font en marchant aussi. Oui, juste avant, pour voir, OK, là, je tourne là, je fais ça. Puis la visualisation. Oui, c'est ça, ils font de la visualisation. Tu montes les jumps à pied aussi. Fait que, tu sais, ça te permet de visualiser vraiment beaucoup. Après ça, donc, tu as 2 séances de qualification. OK. Puis là, ils les séparent par groupe parce que c'est appelle ça des heats. Donc, un heat dure à 20 courseurs et il dure 10 minutes chaque. Puis là, tu en as 2. Les 40 premiers
de chaque... Dans le fond, les 40 premiers se classent pour le main event, donc la course du soir. Fait que tu peux avoir coursé toute la journée. Puis pas te rendre au main event. Pas te rendre, puis avoir 0 $ au bout de la ligne. Fait que tu repars la tête basse. Tu repars, puis t'as pas été payé. Mais là, moi, ça m'intrigue. Est-ce que c'est les mêmes motos que du motocross ou c'est des motos différentes? Non, c'est les mêmes motos que le motocross. Okay. La différence, c'est que tu as des équipes qui sont factory. Donc, eux, c'est les équipes directement des manufacturiers. OK. Donc, comme Kawa, son équipe, puis t'as GasGas, KTM, Husqvarna, ils sont toutes là. Il y a juste Suzuki qui n'a pas d'équipe. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont la même moto depuis 2002, là. Mais... mais en tout cas... J'ai un peu d'amertume concernant Suzuki. Même dans le dernier podcast, on a parlé d'eux. Tu sais, pas avec le sourire. Oh, mais non! Mais pourtant, ce sont de bonnes motos. Ils changent le 16 de l'exhaust. Ça devient de plus en plus gros chaque année que ça se passe. Mais donc, c'est ça. Fait qu'il y a les clubs factory, que eux, les motos viennent directement de l'usine. Après ça, tu as des clubs privés qui sont supportés par les manufacturiers, mais c'est pas la même moto que le gars qui va rouler dans une équipe factory. Donc, les grosses vedettes roulent dans le factory. Oui, exactement. Puis après ça, tu as les privés qui, eux, vont acheter une moto concessionnaire, comme monsieur, madame, tout le monde, puis... Ils vont essayer de demander de l'argent avec leurs grands-parents. C'est ça. Puis ils se trouvent des sponsors, parce qu'il y a énormément d'argent qui viennent des sponsors aussi. Oui, j'imagine, parce que ça doit être très, très cher. Oui, je pense pas que ce soit un sport... Il faut que tu aies de l'argent, là. Tu sais, c'est pas un... La moto en tout court, c'est un sport de luxe. C'est un sport de luxe, tu sais. Mais là, c'est comme... L'équipement. Oui, c'est ça, l'équipement. Après ça, les gars, ils changent des fois de kit entre chaque... Souvent, ils ont même 2 motos. Oui, c'est ça, une moto de sport au cas où tu te crashes. Puis, donc, après ça, tu as le main... Une fois que les qualifications sont faites, là, attends une minute, c'est pas fini. Là, tu as encore des heat race, que tu appelles, que là, tu en as 2, puis ils sont 20 encore par heat. Puis là, c'est les 9 premiers de chaque heat qui sont classés pour la course, la big course le soir. Oh, ouais. Mais il faut être en forme, là. Imaginez la journée de ces athlètes-là à tous les samedis pendant des mois, là. Oui. Tu bois pas de la bière pendant ta journée, tu bois de l'eau. Non, tu bois de non alcoolisé. Oui, exact. Tu dois t'entraîner toute la semaine pour être... Ah oui, mais ils ont des régimes hyper stricts, tout ça. Il y a beaucoup de courseurs qui ont des blogs, qui ont des blogs sur YouTube, là. Et puis là, tu peux les suivre, il y a leur diète, puis tout, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est vraiment strict. Tu sais, les cheat days, c'est genre, je peux avoir une frite, yeah. Juste une frite? C'est ça. Mais les X-Games, c'est comme les Olympiques pour ça, tu sais. C'est ça. Oui, parce que des fois, les gens pensent que parce que ça a un moteur, on n'a pas besoin d'être en forme, tu sais. Mais il y a plusieurs, comme on parlait de motocross, de supercross, motoneige hors piste. Il y a plusieurs choses comme ça qu'il faut être vraiment en forme pour pouvoir le faire, puis en tout cas pour suivre le rythme. Là. Il n'y a rien de pire que de vomir dans son full face. Non, mais notre employé Mario Duhamel, lui, il a 61 ans, puis avant chaque cours, il fait ses stretches, il est en train de se préparer pour conduire la moto. Tu sais, c'est un sport, il faut que tu fasses tes stretches, il faut que tu te prépares mentalement, physiquement aussi. Puis il se garde en forme. À 61 ans, il est meilleur qu'en forme que moi puis Tony. Oui, solide. Il veut même recommencer à courser. Wow. Il faut juste le trouver un sponsor pour qu'il commence à courser. Lui, on il appelle veut les battre sponsors. Jordan Zoke, finalement. Ouais. Là, honnêtement, on l'appelle le Flying Frenchman pour une raison. Parce qu'à 61 ans, écoute, il est toujours en top shape. Toujours en top shape. Jordan Zoke, quand t'es prêt, mon homme. There you go. Donc, c'est ça. Comme je disais, il y a les 9 premiers de chaque heat race qui sont qualifiés. Puis après ça, tu as la course de la dernière chance. Là. Ça s'appelle le Last Chance Qualification. Pour ceux qui sont pas encore... Pour ceux qui n'ont pas été qualifiés. Fait que là, les 4 premiers, eux autres, là, après, ça dure genre 5 minutes. Puis les 4 premiers, ils passent au main event. Puis là, tout dépendamment de comment tu t'es qualifié, mieux tu t'es qualifié, meilleur est ton gate pick. Ta position, oui. Fait que là, mais c'est tu choisis, c'est ça, de où tu veux partir. C'est ça, tu choisis de où tu veux partir. Puis là, tout dépendamment des tracks, ben là, des fois, la meilleure position, ça va être inside, l'autre, ça va être outside, au milieu. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque track. Alors là, il étudie, voir où est-ce que je me place. Ben, c'est ça. Fait que là, moins bien tu t'es qualifié,
moins bon ton gate peak va être, donc moins tu as de chances de pouvoir remporter, tu sais. C'est un peu comme la Formule 1. Un peu, oui. Non, mais parce que... Ouais, je choisis pas, il y a des places, pas, mais tout dépend, ça va déterminer ton positionnement où tu vas partir. Sauf que, tu sais, peut-être que, mettons, cette journée-là, tu n'étais pas en forme, puis là, tu as fait un gate. Tu t'es dit, ah ouais, celle-là, ça va être bon. Finalement, c'était pas ça, tu sais, tandis qu'en Formule 1, ben là, tu le sais, tu pars premier, deuxième, troisième, quatrième, tu le sais que si tu pars dernier, ben encore là, si tu appelles Max Verstappen, ça se peut que tu finisses premier pareil, là, mais bon. Peut-être que c'est la raison qui marche, c'est vraiment voir le sol, comment il est placé. C'est ça. Où est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus de torque avec, ou de track avec leurs pneus. Puis tout dépendamment de la terre aussi, tu sais, tu as des portions aussi que c'est du sable, tu sais, fait que c'est différent, là, de comment tu vas piloter dans du sable que sur de la terre, tu sais, c'est pas pareil. Là. Mais les Supercross, là, c'est vraiment aux États-Unis un événement, ah, là, oui. C'est populaire au bout, puis les gens se déplacent pour ça, ben, c'est comme, tu sais, t'as le football américain, là. Tu sais, je sais que mon comparatif peut paraître un peu boiteux, mais ça, t'as du monde qui sont vraiment dédiés puis intenses. Mais non, le Supercross, au départ, ça s'appelait le Super Bowl du motocross. Wow. Là, un moment donné, ils ont fait... Ouais. Et là, on va mixer ça, puis ça a donné le Supercross. Fait que ton analogie est très bonne, là, tu sais. C'était vraiment ça, c'est le Super Bowl du motocross. Hey, les gars, ils rentrent, il y a des flammes, puis tu sais, c'est... Ça me fait penser un peu à l'événement, le Red Bull X-Fighters, qui se promène un peu partout à travers le monde. Puis c'est comme un événement de motocross intense, impressionnant, où les gens sont amenés à se démarquer, puis ça me fait penser un peu à ça. Mais donc, c'est ça. Fait après ça, une fois que tout ça, c'est fini, là, t'as une course. Enfin! Fait que nous autres, on écoute ça, tu sais, puis des fois, là, c'est comme ça en Californie. Là, nous autres, la course, finalement, est à 1h du matin. Oui, c'est ça, là, on est là. C'est qui les légendes, là, mettons, des gros noms qui ressortent dans le Supercross? Ben là, moi, je te dirais, ce serait le champion Eli Tomac, qui me revient tout de suite en pensant à ça. Il a gagné le Supercross 2022, puis il a gagné Motocross aussi 2022. Son équipe a gagné... Il roule en quoi? Il roule en Yamaha. Okay. Mais il était pour Kawasaki avant. Il a fait le switch l'année passée, puis là, il est champion. Il n'a jamais été avec Suzuki. Non, il est pas Suzuki. Mais oui, sinon, il y a Jet Lawrence aussi, comme je disais, un Australien, 18 ans, qui est en train de... Tout rafler. Puis c'est le fun parce que son frère aussi, Hunter Lawrence, qui est avec lui, il course dans la même catégorie. Ben là, l'année passée, en Supercross, il était pas dans lui, il était West. Hunter était West, puis l'autre était East. Puis une fois, dans toute la saison, East puis West se mixent. Donc là, tu peux voir si, mettons, le gars qui est numéro 1 dans East Coast, il est-tu aussi bon que celui numéro 1 dans West Coast? Fait que ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle ça un showdown. Là. Puis là, ils sont tous ensemble. Puis là, tu peux vraiment comparer. T'sais. Fait que c'est ça, lui, il a 18 ans. Puis il est bon. Là, parce que souvent, les plus jeunes, tu le vois, qui débutent, ils font des erreurs de débutants, tout ça. Puis lui, il pogne des débarques des fois, là, il revole, puis là, il court, pogne sa moto, il rembarque, puis il gagne, tu sais. Il faut qu'il y ait une bonne équipe derrière eux aussi, là, certainement, pour les aider, les encourager, puis les encadrer. Imagine, tu as 18 ans, tu es un champion de super motocross, tu sais... Ah oui, mais là, tu as tout qui vient deux mains dans le bonbon, là. Mais je parlais justement à un des responsables de l'équipe de KTM en motocross cet été, puis il dit... Nos plus jeunes, puis ceux qu'on voit futurs champions, on les encadre, là. Tu sais, on les encadre, puis on leur montre aussi. C'est pas juste de dire « Hey, t'es super bon sur une moto, vas-y ». Non, c'est le lifestyle autour de ça. On s'assure, tu sais, qu'ils l'échappent pas parce que ça devient un peu des petites vedettes, tu sais. Ben oui. C'est ça, qu'ils l'échappent pas, qu'ils soient sérieux dans leur entraînement, dans leur diète, comme tu disais, tu sais, vraiment, quand ils sont pris par... comme une factory, comme tu dis, ben ils sont vraiment très, très bien encadrés. Puis ça, je trouve ça bien parce que ça va au-delà, ils vont au-delà du sport aussi. Ils essaient de forger un peu une belle mentalité aux athlètes. Là. Ben oui, puis tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est que pendant les Supercross, pendant les pauses, t'as la KTM Junior Academy, là. Puis là, c'est des tout petits bouts de choux qui sont sur des KTM. Puis là, ils roulent sa track de Supercross. On voyait ça à Montréal aussi pendant le show de motocross. On voyait tout le temps les petits kids faire les compétitions avec des petits Biwi 50, des Suzuki, les tout petits aussi. Il y en avait. C'est mignon, c'est la relève de demain. Tu sais, c'est de leur donner une belle visibilité. Y a-tu des filles?
Non. La question. Il n'y a pas de Let's go, girls, filles. let's go! Oui, tu sais, en plus, il y en a Let's dans go. le motocross. Non, Oui, oui, il y en a dans le motocross. Pourquoi pas dans le Parce que supercross? c'est pas admis ou il y en a pas qui se qualifient? Ben, je pense que pour l'instant... faudrait une catégorie, Ça prendrait une catégorie de filles, puis c'est pas encore... Un message. Si l'homme le fait, la femme peut le faire encore mieux. That's it, Tony. Ah, mais moi, je suis sûre que pas avoir peur de tu jouer mets dans la Eve boîte, par Brodeur. Ouais, non, hein? Tu sais, tu penses à Eve Brodeur là, qui gagne toutes les courses. C'est puis, qu'elle tu sais, serait capable. mais c'est ça, mais c'est pas pareil. La discipline supercross, motocross, Ouais. supercross, c'est une coche au-dessus. Tu sais, comme je disais, il y a bien des gars qui font le motocross. Ils sont pas Ils sont nécessairement pas au supercross. capables. tu sais. Oui, ils sont, mais t'es vois moins, tu sais. Puis à l'inverse aussi, t'en as qui sont bien meilleurs au supercross. Puis Ils au performent moins bien, motocross, au t'es motocross. vois, ils performent moins bien, tu sais. Fait que c'est vraiment deux disciplines différentes. C'est vraiment un mindset différent aussi, là. Mais c'est super intéressant à regarder. Moi j'aime la course en général. Oui. Là. Fait que là j'ai bien hâte que ça commence. On peut juste l'écouter, c'est juste live aux États-Unis. Live aux États-Unis. Mais il y a une application, dans le fond, le Monster Energy Supercross, que tu peux voir toutes les courses en live. Tu payes un abonnement, puis tu peux voir les courses en live. Là, cette année, on ne sait pas encore sur quelle plateforme ça va être diffusé, mais c'est ça, moi, Un gros t'achètes ta passe, merci, Gab. Je m'excuse, Mais il non, nous reste c'est correct. plus de temps. Hey, c'était super intéressant. Je suis sûre qu'à la maison, ça répondait à beaucoup de questions. Merci à nos invités, les deux gars de Montréal Moto Pro. Je vous invite à aller visiter, à aller s'abonner à leur Facebook, à leur Instagram et tout et tout. Annie, merci. Ça fait Gab, plaisir. encore une fois, merci. Merci à Maxime Michel à la réalisation. Merci à BPM Sport. À Léo Harley-Davidson, qui est dans nos commanditaires, Can-Am sur route, la route au féminin, Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Un gros merci et merci de nous écouter. À la semaine prochaine. Merci de voir. Wouhou!